l'invité d'honneur, Knuck Sturm. Et je vais saluer d'abord les autres intervenants, et donc après M. Kurt Schnuck, il y a M. Arnaud Lalanne. Bravo. Qui se lève naturellement, voilà, Lalanne, il avait un périmètre de forêt de 50 000 hectares, avec une forêt intégrale de 3 000 hectares. M. Sabat, voilà, M. Sabat, est directeur de l'ONF Ouest Île-de-France. Le témoin du jour est M. Olivier Tournafond, qui est donc professeur de droit et qui est en même temps président de la Société de sauvegarde de la forêt protégée. Alors, je vous ai mis une carte de la forêt, mais alors elle a la tête en bas parce qu'à l'époque, on représentait le sud à l'envers. Hein. Elle est dressée un an après la mort de Louis XIV. Ça nous montre une forêt, la forêt de Fontainebleau telle qu'elle était à cette époque. Elle est extrêmement intéressante. Alors, il se trouve que je connais assez bien cette forêt, parce que j'y suis pratiquement né, et je connais ces paysages depuis l'âge de 2 ans, 1958, et je sais comment les paysages ont évolué, donc on ne peut pas me dire « Ah mais attendez, ça a toujours été comme ça », non, je sais exactement comment c'était avant. Je connais d'autant mieux cette forêt que j'ai été président du comité de pilotage Natura 2000 de 2008 à 2011, qui était une période qui a été extrêmement difficile, parce que nous sommes heurtés à la très mauvaise volonté des services de l'État, dès lors que nous avons voulu faire vraiment notre travail pour la protection des habitats, des espaces et des oiseaux. On s'est heurté à un véritable boycott systématique des services départementaux et de la direction de l'ONF. Alors, vous avez parlé des 3 fonctions de la forêt, ça c'est au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Effectivement, il y a une fonction biologique qui était essentielle. Et d'ailleurs, cette fonction, c'était la seule qui existait au départ. On va dire que le tabouret, il n'avait qu'un seul pied à l'origine. À l'époque de l'homme des cavernes, ou avant l'introduction de l'apparition de l'homme, il n'y avait qu'un seul pied, parce que ce n'était que la forêt. Il y a une deuxième patte qui est apparue avec la fonction économique, quand on a commencé à utiliser le bois, aussi bien pour se chauffer d'ailleurs que pour y fabriquer des objets. Et puis, il y a une troisième fonction qui est apparue, avec d'abord l'idée de chasse, la fonction cynégétique, sous l'Ancien Régime, puis la fonction artistique et la fonction touristique. C'est la troisième partie. Alors, le changement climatique, évidemment, il est réel, mais c'est un sujet qui est extrêmement controversé, et je vais dire que c'est pas nouveau. Parce que quand même, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a 30 millions d'années, ou 35 millions d'années à peu près, c'était un fond marin, la forêt de Fontainebleau. Le niveau des océans était 135 mètres plus haut. Ce que nous voyons aujourd'hui sous forme de vallées, c'était des chenaux dans lesquels la mer déferlait, se retirait, avançait. En fait, c'était un archipel. Bon, le climat n'était pas du tout le même. Bon, est-ce qu'il y avait déjà une forêt à cette époque? En tout cas, il y avait des grès, c'est sûr. C'était sans doute des îlots. On ne sait pas du tout à quoi ça ressemblait. Mais les changements climatiques, ils seront permanents dans l'histoire de la Terre. C'est connu, il y a eu des glaciations après aussi. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Et moi, je peux faire un petit exposé sur la situation jusqu'en 1965, parce que c'est la date de création de l'Office national des forêts qui a marqué un tournant important dans la gestion de la forêt de Fontainebleau. Et puis la situation depuis 1965, avec évidemment la création de l'Office national des forêts. Alors d'abord, avant 1965, vous avez cette carte qui est très intéressante et qui montre qu'en effet, il y a eu des zones qui à l'époque étaient totalement désertes, qui aujourd'hui sont davantage boisées, voire complètement boisées. Donc il y a une évolution permanente et l'homme, indiscutablement, a eu un rôle parce qu'il y a une interaction depuis des siècles, voire des millénaires, entre l'homme et la forêt, dans la région en particulier. Alors je ne sais pas si une agriculture florissante existait à l'époque de l'Antiquité, j'en doute parce qu'on dit la forêt de Gâtine, la Gâtine c'est un endroit où il ne pousse rien justement. Et alors est-ce que vraiment... Alors il y avait sans doute des troupeaux qui paissaient, ça c'est très probable, des troupeaux de moutons, mais est-ce qu'il y avait vraiment de l'agriculture? Je crois que c'était une zone assez aride, parce que très sablonneuse et graiseuse, avec des landes, etc. Donc on voit qu'en effet, il y a eu une évolution. Alors la forêt a fait l'objet de soins particulièrement importants
à partir du 19e siècle, surtout, parce que déjà, il y avait des conflits très importants qui rappellent ceux d'aujourd'hui, entre les forestiers de ce qu'on appelait les eaux et forêts, l'administration des eaux et forêts, et les artistes, les peintres de Barbizon, et les amoureux de la nature. Alors c'est de là, d'ailleurs, que viennent les expressions coupe claire et coupe sombre. D'ailleurs, la coupe sombre, qui est restée dans le langage courant, est moins grave que la coupe claire, parce que dans la coupe sombre, on laisse des arbres, tandis que dans la coupe claire, on abat tout. C'est pas la même chose. Mais c'est à cette époque, et l'impératrice Eugénie, qui était très sensible à l'aspect artistique de l'environnement, a fait pression sur l'empereur Napoléon III pour qu'il classe un certain nombre de parties de la forêt en réserve artistique. C'est le décret impérial de 1853, et il faut reconnaître que tous les gouvernements successifs se sont employés à améliorer cette protection et ont fait un travail tout à fait remarquable, qui fait que dans les années 1960, on envisageait de faire à Fontainebleau un parc national. C'était une des plus belles forêts au monde, probablement, et ça avait été fait grâce à la nature et aux soins diligents de l'homme qui avait su concilier, au fond, les trois fonctions dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Savat. La fonction économique. Alors là, vous pouvez passer peut-être aux autres photos suivantes qui nous montrent la forêt telle qu'elle était au début du 19e siècle. Voilà. Alors, c'est une forêt qui rassemble beaucoup à ce que sont aujourd'hui les réserves biologiques intégrales. Vous voyez, ce n'est pas de la sylviculture mélangée à couvert continu, parce qu'on a des zones vides, on a des arbres dépérissants, mais c'est très beau et ça plaisait beaucoup, et c'est ça que les peintres de Barbizon ont peint. Et au fond, il ne faut pas être obnubilé par le couvert forestier, parce qu'après tout, que nos descendants aient devant eux un paysage comme celui-là, moi, ça me choque pas particulièrement, dès lors qu'il y a un aspect biologique, esthétique, artistique. On n'est pas obligé d'avoir toujours un couvert, après tout. C'est les cycles de la nature. Alors, il y avait, dans les années 60, nous avions 13 500 hectares à peu près qui étaient soumis à une exploitation modérée. Ça, c'est le carrefour du Nid de l'Aigle. Moi, j'ai connu la forêt tout à fait comme ça, dans les années 60, où parfois on voyait des abattages, mais qui étaient assez modérés. Alors, c'était les eaux et forêts. Il y avait 13 500 hectares environ. Il y avait ensuite les réserves artistiques. Ça, c'est le chêne Pharamond, qui est situé dans la Tilley, qui est une des merveilles avec le chêne Jupiter. Ça représentait 1000 hectares environ. Et puis, vous aviez, alors là, j'ai pas de photos, mais déjà des réserves biologiques, qui ressemblent au fond au paysage qu'on a vu tout à l'heure, peint par les peintres du 19e siècle. Alors, comment était cette forêt? Il y avait beaucoup de feuillus, de très belles futaies. Le pin était déjà présent, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est une introduction par Marié de Baudivert, conservateur général des eaux et forêts, en 1838, je crois, à la fin de la monarchie de Juillet, qui a voulu mettre le pin dans la forêt de Fontainebleau en pensant bien faire. Mais souvent, lorsque l'homme croit bien faire, il ne fait pas toujours très bien, parce que la forêt obéit à des contraintes extrêmement nombreuses et c'est une alchimie que l'homme ne maîtrise pas. En voulant introduire le pin, alors tout à l'heure M. Savat vous a montré les gorges d'Apremont, qui sont maintenant largement envahies de pins. C'est pas forcément une très bonne solution, parce que le pin a chassé d'autres plantes, les bouleaux notamment, et il a tendance à devenir très envahissant. Alors à cette époque, dans les années 60, on ne connaissait pas de dépérissement des arbres, il n'y avait pratiquement pas d'enraisinement, et il y avait un très libre accès à la forêt. Un très libre accès, on pouvait même entrer en voiture dans les allées, il n'y avait pas beaucoup de fréquentation, sauf les week-ends et les vacances. Voilà. Et c'est cette forêt que j'ai connue quand j'étais enfant, et on aborde maintenant la deuxième période, quand il y a eu la création de l'ONF en 1965. Je rappelle que la création de cet établissement, qui est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, a soulevé beaucoup d'objections de la part des hommes politiques de l'époque et de la part des scientifiques, parce qu'on a tout de suite fait remarquer, si j'ose dire, c'est pas le parasite qui est dans le pain, mais le ver est dans le fruit, en ce sens qu'il y a une double mission qui est
à beaucoup d'égards contradictoire. L'Office national des forêts doit d'un côté préserver la forêt, mais en même temps il doit l'exploiter. Et tout de suite, dès 1965, on a dit que ce n'est pas du tout adapté aux forêts françaises, surtout aux grandes forêts historiques. Et je rappelle que la création de l'Office n'a été rendue possible que par un vote nocturne le 31 décembre 1965 et n'a emporté que par une voix de majorité. Ce qui veut dire que c'était très controversé, mais c'était l'époque des 30 Glorieuses, on ne parlait que d'industrialisation. Et dans la période qui a suivi, entre 1965 et 1969, les nouveaux plans d'aménagement sont arrivés. Alors, il y a eu des déclarations fracassantes du ministre de l'Agriculture, qui est le ministère de tutelle de l'ONF. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, a dit désormais la forêt doit être gérée comme un champ de petits pois. Et puis, l'aménagement de 1969 a décidé de raser purement et simplement les réserves artistiques. Au motif, alors les motivations étaient très variables. On a dit que ces zones étaient devenues dépérissantes et qu'on risquait de voir un effondrement de la forêt qui aboutirait à une sénescence. Donc il fallait vite prélever les arbres. D'autres ont dit il n'y a plus besoin de réserve artistique puisqu'il n'y a plus d'artistes, effectivement. Alors ça permettait de résoudre la question tout de suite. D'autres ont dit que de toute façon ces zones étaient nuisibles parce qu'elles allaient entraîner des maladies, des choses comme ça. Donc il y a eu un massacre absolument épouvantable. Et les réserves biologiques auraient dû suivre le même sort en 1972, sauf que le muséum s'est fortement mobilisé et les a sauvées in extremis. Et d'ailleurs, on peut se réjouir qu'aujourd'hui, elles atteignent 1600 hectares. Alors attention, c'est dans les 1600 hectares, il y a aussi pas mal de zones qui ont été dévastées dans les années 70 et qui ont ensuite été reclassées en réserve biologique intégrale, ce qui est un paradoxe. Par exemple, la Tilley, justement, qui a été déclassée en tant que réserve artistique, ensuite abattue entièrement, replantée, très mal replantée, et puis maintenant, on en refait une nouvelle, on nous fait une nouvelle réserve biologique intégrale. Alors, dans toute cette période de 1970 à 2010, on va dire, on a assisté à un véritable cycle infernal, coupe à blanc, manifestation du public, action violente, rémission pendant un certain temps, et puis de nouveau coupe à blanc, coupe dite de régénération, suivie de plantations massives qui souvent échouaient, protestation véhémente du public, des hommes politiques et puis des scientifiques, et puis de nouveau recul de l'ONF ou des administrations, et puis de nouveau rémission, et puis ainsi de suite. Alors je rappelle par exemple l'épisode des éco-guerriers en 1994, qui luttaient violemment contre les forestiers de l'ONF. Et on va dire que si l'on examine quand même le bilan de toute cette période, aujourd'hui, alors en 2025, quand on regarde les photos de l'IGN et qu'on regarde l'étendue des coupes, on les voit très bien, les coupes. On voit bien ce qui est d'origine et ce qui n'est plus d'origine, parce que on voit que les moutonnements des arbres sont pas les mêmes. Les surfaces abattues depuis 1969 représentent, à mon avis, plus de 50% de la forêt de Fontainebleau. Plus de 50%. Donc c'est quand même embêtant, Alors à partir de 2010, l'ONF a dit, mais c'est fini, il n'y a plus de coupe à blanc. Alors c'était ce qu'avait dit Pascal Vinet, directeur de l'ONF, c'est terminé, il n'y a plus de coupe à blanc, je ne veux plus entendre ce genre de désinformation. Sauf que, en 2011, on a eu ce truc-là, et nous l'avons dit, et là c'est à la route de Bourgogne, c'est la parcelle 353, qui a été entièrement rasé en 2011. Alors, bon, tout à l'heure, nous avez dit que le forestier était un doux rêveur, mais c'est quand même un doux rêveur muni d'une hache. Et quand vous nous avez dit qu'il gérait le vide, effectivement, on s'est aperçu qu'en effet, il gérait le vide. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je ne vous dis pas l'état des sols, quand on voit ça. Alors, nous avons protesté, puisque je présidais Natura 2000. On m'a dit non, mais ça, c'est tout à fait exceptionnel. Ces chênes, ils avaient été plantés à la fin de la Troisième République, fin du XIXe siècle. Ils étaient arrivés à maturité, il fallait donc les couper, un point c'est tout. Donc voilà, où est le problème ? Et de toute façon, on a replanté, ne vous inquiétez pas, ça sera de nouveau comme avant, en quelques années. Enfin, dans quelques années, il faudrait plutôt dire dans quelques siècles, ça serait plus juste. Mais c'est fini, ça n'existera plus. Alors l'ennui, c'est que en 2015, ça a recommencé. Alors là, c'est la parcelle 776.
c'est le carrefour de la Couronne. Et là, de nouveau, on a posé des questions. Pourquoi ça? Oh, bah oui. Alors, c'est pour lutter contre l'enraisonnement. Bon, pas de chance. Ben, on a dit oui, mais c'était des feuillus. Ah oui, bon, d'accord. Ah bon. Ah bah, on n'avait pas vu. Oui. Ben, on sait. Et puis, alors, deuxième explication. Ah bah, c'était pour le bois énergie. Vous comprenez? C'est l'avenir. Le bois énergie. Et là, il n'y a plus que ça. Les parents. On a fait des copeaux. On a fait des copeaux pour les chaufferies. C'est très utile et tout. On a hurlé. Ah bon, oui, d'accord. Bon, bah finalement, bah écoutez, la direction régionale de l'ONF à Fontainebleau dit, bah on sait même pas. On sait pas pourquoi on l'a abattu. Bah c'est comme ça. Bah c'est comme ça. Puis ça repoussera. Vous inquiétez pas. Bon, enfin voilà le résultat. Tout à l'heure, on vous montrera comment c'était avant. Alors actuellement, comment est la forêt? Eh bien, c'est un peu un tissu mité, avec des zones qui ont été heureusement préservées, notamment les réserves biologiques. Des zones qui n'étaient pas en réserve biologique, mais qui ont très bien suivi les zones d'accueil du public. Vous avez beaucoup de zones de taillis qui ont repris sur ces parcelles qui ont fait l'objet de coupes à blanc, avec souvent d'ailleurs des arbres très denses, des baliveaux. Vous avez beaucoup de zones de pins, parce que le pin est devenu terriblement envahissant. Et les zones replantées en 1970-1990, c'est des résultats extrêmement médiocres, vous allez le voir, puisqu'on va visiter en photo 6 sites caractéristiques qui vont nous montrer maintenant le recul, vous voyez, entre 1965 et 2025, 60 ans sont écoulés. On peut apporter un regard critique sur un bilan pour voir si cette méthode qui a été initiée dans les années 60 était bonne ou pas bonne. Vous allez le regarder. Là, c'est une forêt qui a fait l'objet de coupes. C'est tout à fait à côté de Fontainebleau. C'est la route de la fontaine du Mont-Chauvet qui conduit à une réserve biologique. C'est la parcelle 274. Il y a eu des coupes intempestives dans les années 90, qui n'étaient pas des coupes à blanc, mais étaient plus ce qu'on l'aurait appelé plutôt des coupes sombres. Le paysage n'est pas formidable, les chênes sont assez dépérissants, et surtout maintenant, la photo date d'il y a quelques années, et là nous pouvons vérifier ce qu'a dit M. Sturm tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que quand il y a une intervention humaine inappropriée sur la forêt, il y a en fait 2 effets délétères. Le premier effet, c'est la destruction du paysage sur place, tout de suite, et ce qui nuit considérablement à la qualité paysagère et à la biodiversité. Mais il y a un deuxième effet retard, comme on dit. Vous savez, en matière de médicaments, on parle des effets retard. L'effet retard, c'est qu'on s'aperçoit que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, eh bien, il y a un dépérissement des arbres qui les rend vulnérables, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Knut Sturm, qui les rend vulnérables aux attaques parasitaires, au réchauffement, et ça c'est quelque chose qu'on va constater en permanence. Alors nous arrivons dans la vallée du Nid de l'Aigle et de la Sole, à la photo suivante. Alors voilà une forêt qui est absolument magnifique à mes yeux. Un ancien directeur de l'ONF a dit c'est un cimetière d'arbres morts. Écoutez, je ne vois pas un cimetière d'arbres morts, je vois une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme depuis 1853. C'est la vallée de la Sole, la vallée du Nid de l'Aigle, et vous avez 2 autres photos qui vont suivre. Voilà encore. Alors évidemment, il y a des zones un peu délabrées, mais ça fait le charme. C'est un peu et puis encore une autre. Voilà, vous avez. Alors on a dit aussi non, mais il n'y a plus aucune sylvigénèse. Si, il y a de la sylvigénèse. Voilà. Là, alors on a remarqué quand on entre dans cette réserve biologique, quand on passe de la zone ordinaire, on va dire, à la réserve biologique, en 50 mètres, le climat change. En été, c'est impressionnant. Vous avez une température, on va dire, de 30 degrés. Vous rentrez dans la réserve biologique. Il ne fait plus que 25 degrés. C'est absolument spectaculaire. Et je crois que tous les gens qui ont visité avec nous cette réserve en ont été témoins, avec un humus remarquable. Donc, au fond, j'aurais tendance à dire, l'homme est quand même bien présomptueux de chercher à faire mieux que la nature. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des périodes où il y aura un délabrement, mais à la limite, ce sont les cycles de la vie. Vous savez, c'est comme les gens qui meurent. Ça fait partie, je dirais, de l'existence terrestre. Alors vouloir à tout prix maintenir un couvert forestier, bon, moi je suis pas hostile du tout, évidemment, mais attention aux fausses bonnes idées. Et puis rappelez-vous que le chemin de l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Donc il faut quand même être extrêmement prudent quand on commence à jouer avec le vivant, parce que on a des effets tout à fait surprenants. Et là, on va le
voir aussi, avec maintenant la photo suivante. Alors ça, c'est la Tillet, c'était les réserves artistiques que vous avez vues tout à l'heure. C'est ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est la parcelle 722. Alors cette zone qui était, on dit, la plus belle de la forêt, c'était là ce que vous avez vu, le chêne Pharamond, le chêne Jupiter, ce qu'on avait gardé pour les artistes, a fait l'objet d'un abattage massif entre 1969 et 1970, et une propagande tout aussi massive de l'ONF à cette époque, puisque moi étant enfant, à 14 ans, j'ai vu les panneaux de l'ONF. Ici, nous avons planté 50 000 chênes rouvres et vos enfants les verront à partir de l'an 2000. Ça, c'était pris en 2010 et voilà ce qu'on voit maintenant. C'est pas terrible. C'est un champ d'arbres, c'est une pépinière. Alors voilà, ça c'est la route du château. C'est ça comme ça sur des hectares et des hectares. C'est pas ce qu'on attend d'une forêt. Alors moi, j'aurais mieux aimé qu'on garde la forêt existante, même si elle était délabrée, plutôt que d'avoir ce truc-là qui ressemble beaucoup à une pépinière. Alors c'est un petit peu mieux maintenant parce qu'ils ont un peu grandi. Maintenant on est en 2025, là la photo est un peu ancienne, mais c'est extrêmement décevant. Et ce sont des arbres qui n'ont même pas beaucoup de valeur marchande à mon avis. C'est vraiment pas une expérience réussie. Je crois qu'il faudrait quand même que des administrations de l'État le reconnaissent. On s'est trompé. Il y a des fausses voies qui ont été empruntées. Il faut revenir en arrière. Il y a des moments où il est normal de dire qu'on s'est trompé. Rappelez-vous l'adage latin, errare humanum est, c'est diabolicum perseverare. Il est humain de se tromper, mais il est diabolique de persévérer dans l'erreur. Donc c'est pour ça que M. Sturm vous a mis en garde. Revenons maintenant à cette parcelle, la fameuse parcelle 776, qui a fait l'objet d'un abattage. Alors voilà cette parcelle en 2004. Elle était de pas mal du tout, voilà, c'était en juin 2004, c'est moi qui ai fait la photo, et elle avait un intérêt mycologique très grand parce qu'il y avait énormément de champignons, beaucoup d'amanites rougissantes, beaucoup de bolets à pieds rouges, beaucoup de cèpes de Bordeaux et beaucoup de ce qu'on appelle les coulmelles en langage vulgaire, qui sont les lépiotes élevées. Et elle a été entièrement rasée en 2015 sans qu'on sache trop pourquoi, et voilà une photo qui est prise exactement au même endroit, dans les années qui ont suivi la coupe. Et c'était pris au même endroit. C'est le même endroit. C'est pas réussi. Je suis désolé. On peut pas dire que ça soit bien. L'ONF est une institution qui a maintenant 60 ans. Elle a un héritage, elle doit l'assumer. Et elle doit en tenir compte pour ne plus recommettre les erreurs du passé. Alors, passons à la parcelle suivante, qui est la 612. Alors là aussi, c'est un poème. Parce que voilà, ce truc-là, je l'ai vu avant, pendant, après. Avant, c'était une zone de feuillus qui était très belle. C'est le quartier des Grands Feuillards, entre les Grands Feuillards à la Trappe-Charrette. Et c'était essentiellement des feuillus, des chênes et des hêtres. Tout a été rasé en 1971 sur plusieurs hectares, sur peut-être 5-6 hectares. C'était absolument un spectacle de désolation. On a planté, pendant des années, les plantations n'ont pas repris. On a labouré. Ça n'a pas marché. Et finalement, on a mis des pins. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est une zone qui est totalement enravinée, avec des arbres de qualité extrêmement médiocre, qui n'ont même pas de valeur, marchande. Voilà, c'est encore quelque chose qui est une expérience fâcheuse. Et puis, nous arrivons au dernier site. Alors, c'est la Croix de Saint-Hérem. La Croix de Saint-Hérem... les parcelles 79 et 522, il y a eu une tempête que tout le monde connaît, c'est la tempête de 1999 qui a ravagé tous les cantons, notamment le canton 779 et un autre qu'on verra tout à l'heure, 528. Et là, tout a été abattu parce que c'était un chablis, évidemment. Sauf que, à 2 pas d'ici, de l'autre côté de la route, la parcelle 522, elle a subi la tempête aussi. Mais c'était une réserve biologique, elle est restée intacte. Donc se vérifie à nouveau ce que Knut Sturm nous a dit tout à l'heure. Dès lors que l'homme a commis une erreur, il y a l'effet retard qui va se produire. Plusieurs années plus tard, un événement va s'abattre et va avoir des conséquences catastrophiques. Quand on voit ce qui s'est passé, c'est comme si la tempête s'était arrêtée au pied de la réserve biologique. La tempête s'est arrêtée à la route, mais elle a ravagé
la parcelle 79 qui a dû être entièrement abattue, et on a abattu aussi la parcelle 528 que vous allez voir. Et là, c'était tellement vaste, c'était tellement immense qu'on avait même envie à une époque d'y faire paître des vaches. On aurait dit un paysage de Normandie. Donc ça démontre encore une fois la pertinence de ce qui vous a été exposé par notre remarquable forestier allemand. On ne devrait toucher à la forêt que d'une main tremblante, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a pas la connaissance suffisante. Or, l'ennui, c'est qu'on joue un peu les apprentis sorciers en tentant des recettes. Alors voilà, vous avez une recette, ça a brûlé, c'est pas bien. Mais j'ai une nouvelle recette miracle, vous allez voir, ça va être formidable. Bon, je sais pas, le client, il commence à avoir des doutes sur vos capacités culinaires. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, alors, la conclusion, c'est que l'action de l'homme entre 1965 et 2025 s'est avérée malheureusement peu encourageante, voire néfaste. Sous prétexte de régénérer la forêt, on a dégradé déjà la qualité paysagère, on a dégradé la biodiversité. Un rapport de ces différentes parcelles a été fait quand j'étais président de Natura 2000. Alors on ne va pas me dire oui, mais ça c'est des cas particuliers, parce que c'est juste un échantillonnage de sites qui sont répandus un peu partout dans la forêt. Partout où on va, c'est la même chose. C'est pas du tout localisé. Donc en fin de compte, mon conclusion, c'est qu'il faut changer de méthode. Il est grand temps, c'est ce que tout le monde a dit ici, il est grand temps de reconnaître les erreurs et de ne pas les commettre à nouveau. Et surtout que maintenant, on a déjà abîmé beaucoup de choses. Donc il ne faut pas abîmer ce qui reste. Il reste peut-être 45% du massif. Il serait quand même grand temps d'arrêter le massacre. Donc moi je préconise, comme l'a fait un intervenant tout à l'heure, l'arrêt de l'exploitation, sous quelque prétexte que ce soit. L'arrêt de l'exploitation, qu'il y ait 3 zones, une zone d'entretien ou d'exploitation très modérée, comme avant 1965, par exemple avec des futaies, la fameuse sylviculture mélangée à couvert continu, pourquoi pas, oui, on peut toujours le faire. Des réserves biologiques intégrales et des réserves artistiques à nouveau et paysagères qui permettront aux touristes de retrouver une forêt splendide. Alors je tiens à préciser qu'effectivement dans les réserves biologiques, on ne peut pas pénétrer sous le couvert forestier, mais en Fontainebleau, en tout cas, les grandes allées sont ouvertes au public. Parce qu'il est très important que le public puisse voir le travail de la nature. Par exemple, au Dit de l'Aigle et à la vallée de la Solle, les grands axes sont ouverts au public. Ce qui est interdit, c'est de pénétrer dans les sous-bois, ce qui est évident, parce que là, on perturberait l'action utile de la nature. Voilà, merci de votre écoute. C'est toute la problématique des forêts, j'abordais ça tout à l'heure. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience que tout ce qui se passe actuellement dans les forêts françaises, c'est quelque chose d'irréversible. Si on ne fait pas quelque chose, les forêts vont être mises en péril et de façon irréversible.